Un de mes premiers souvenirs remonte un certain jour de Noël 99. J'avais 4 ans et ce jour-là, mes frères, mes sœurs et moi, on ouvrait un cadeau qui était pour nous tous. C'était la Game Boy, première du nom avec le mythique Pokémon bleu. C'était mon tout premier jeu vidéo et Salamèche était mon tout premier Pokémon. Et bien entendu, un gamin de 4 ans comme moi, il ne comprenait rien au système de type, d'attaque spéciale et d'attaque physique qui permettait de remporter un match Pokémon facilement. Du coup, je me contentais de juste regarder mon grand frère ou ma grande sœur prendre la Game Boy à ma place et jouer, passer sans encombre Pierre d'Argenta avec un Machoc et bien plus tard le terrible Conseil 4. Mais ce qui est paradoxal à cet âge-là, c'est qu'on devient vite obsédé de faire comme les grands. Et très vite, mon grand frère, fraîchement lycéen, il a progressivement délaissé la Game Boy pour se tourner vers l'ordinateur familial qui tournait sous Windows 98. Et je le vois jouer à un jeu qui allait très vite m'obséder, César 3. César, c'est un jeu de gestion de ville de l'Empire romain qui a été développé par Sierra et qui est de mon point de vue le meilleur jeu de sa catégorie encore aujourd'hui. D'ailleurs, ce jeu, il avait des mécanismes super faciles à prendre en main, même pour un gamin de 7 ans, où il avait encore des graphismes en 2D isométriques qui reproduisaient à merveille l'ambiance de l'époque. Et en parlant d'ambiance, elle était encore plus sublimée par la bande-son incroyable et qui était inspirée du film Ben-Hur. Et bien ce jeu, il est devenu tellement intemporel qu'il a eu la chance de recevoir un patch non officiel développé par des fans hardcore. Ce patch, il se nomme Augustus, il est facile à trouver, et je peux dire sans prétention qu'il met facilement une tempête à tous les jeux de gestion les plus récents qui pullulent sur Steam. Je passe alors des heures à essayer de maîtriser ce jeu sans savoir qu'il existe grâce à un homme. Un homme qui a donné un coup de pied dans le marché informatique et qui a permis au plus grand nombre d'avoir un PC chez soi, chose qui était impossible à imaginer dans les années 80, tellement ça coûtait cher. Mais cet homme-là, il a aussi permis à des milliers de studios de développement comme Sierra de naître et de proposer leurs jeux sur Windows 98. Cet homme, c'était la fascination de ma génération, l'homme le plus riche du monde, celui qui pouvait tout s'acheter quand il le voulait, et il était plutôt rigolo avec ses grosses lunettes et son allure de nerd. Et cet homme-là, c'était Bill Gates, c'était notre héros et notre modèle à tous, même ceux de nos parents. Tout le monde voulait réussir comme Bill Gates. Et pourtant, bien avant ma découverte de César 3, ce même homme était devenu l'ennemi public numéro 1 de l'Amérique. On est le 27 août 1998 à Washington DC dans une salle d'audience fédérale. Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, a les yeux baissés et il est en train de se faire humilier publiquement. Celui qui a permis à tous les foyers du monde de remplacer le papier par l'ordinateur est interrogé comme un vulgaire criminel. Les questions sont pourtant simples, mais ses réponses sont évasives et il fait preuve d'une énorme mauvaise foi. Mais pourquoi le gouvernement en veut-il à Microsoft qui, je le rappelle, à ce moment-là, fait tourner plus de 95% des PC de la planète avec Windows? Parce qu'aux États-Unis, une entreprise qui marche trop bien, ça peut être dangereux. Et oui, une entreprise qui marche trop bien, cela s'appelle un monopole, et un monopole, ça écrase systématiquement toute concurrence capable de faire mieux que lui. Et pour les Américains, c'est inacceptable, vu que la concurrence permet l'innovation et le progrès. Donc voilà, le problème, c'est que Microsoft a trop bien marché, parce que Linux est trop complexe, et parce que macOS d'Apple tourne sur des bécanes beaucoup trop chères. Alors le gouvernement, il sort les lois antitrust. C'est des lois qui peuvent démembrer votre entreprise et la revendre en morceaux aux concurrents. Du coup, ça sent vraiment pas bon pour Gates, d'autant qu'il vient de sortir Windows 98 2 mois plus tôt, qui cartonne encore plus que Windows 95. Et pile au moment de son apogée, il risque de tout perdre. Mais déjà, on peut se demander comment ce nerd tout timide de Seattle est devenu, d'un coup, le pire ennemi de l'Amérique. On va remonter dans le temps. Le 28 octobre 1955, plus précisément, on est à Seattle et William Henry Gates III naît dans une famille ultra aisée. Son père est avocat d'affaires et sa mère est issue d'une famille de banquiers. Bref, la famille Gates incarne le rêve américain parfait. Et à 11 ans, le petit Bill, il révèle déjà une intelligence supérieure, mais qui est aussi accompagnée de colère monstrueuse quand il joue et qu'il perd aux échecs. Ses parents l'emmènent alors chez un psy pour le normaliser. Réponse du praticien, alors, ouais, il a une intelligence supérieure, il a besoin d'une autonomie totale, mais laissez tomber, il va gagner, alors il faut coopérer avec lui dès maintenant. Et ses parents, ils décident en 67 de le mettre à Lakeside School, l'établissement le plus chic de Seattle. Lakeside School, c'est 35 000 $ par an, l'équivalent de Harvard, mais pour des petits bambins, je le répète, la veste-cravate est obligatoire, les profs sont appelés maîtres, et la messe est quotidienne dans la plus pure tradition protestante américaine. L'année suivante, on a l'association des parents qui organise une vente de chars
charité et qui récupère 21 000 $. Et à quoi vont servir ces 21 000 $? Eh ben, il va servir à acheter un ordinateur pour les petits protégés de Lakeside School, parce que oui, l'association des parents est avant tout gérée par des mères, et les mères de l'époque, c'est des énormes bourgeoises qui sont influencées par 2001, l'Odyssée de l'espace. 2001 de l'Odyssée de l'espace, en gros, c'est un film futuriste où tout le monde doit fuir de la Terre, parce que catastrophe, voilà. Non, je l'ai jamais vu, j'en sais rien. Donc voilà, ces mères, en fait, elles pensent offrir un accès à un futur spatial loin de la Terre qui sera très probablement devenu une poubelle nucléaire en 2001, ce qui n'est jamais arrivé. Sauf que le truc, c'est pas un ordinateur qu'on se l'imagine, hein. C'est un terminal qui ressemble à une machine à écrire, et cette machine à écrire, elle est connectée par téléphone à un gros ordinateur, et surtout, elle n'est pas gratuite, elle coûte 280 $ par heure d'utilisation. Voilà. Bill, qui est déjà fasciné par l'informatique, il bave sur cette machine, mais il n'a pas encore accès au compte en banque familial. Donc la solution, il va faire comme tout le monde, tout ce qu'il peut pas se l'acheter, il veut l'avoir gratuitement, et du coup, il va pirater. Et c'est en essayant de la pirater qu'il va rencontrer un gamin aussi fasciné par la machine que lui. Ce gamin, il s'appelle Paul Allen, il a 15 ans, et ensemble, ils vont créer leur premier programme informatique. C'est un jeu de morpion. Donc à cette époque, dans les années 60-70, l'informatique s'en est vraiment qu'à ses débuts. Et pourtant, on a déjà des précurseurs, et notamment C-Cube, c'est une boîte d'informatique de Seattle, qui loue justement aux entreprises un super ordinateur PDP-10 pour 840 000 $ par an. Et le problème, c'est que le truc plante tout le temps. Et chaque bug de la PDP-10 leur coûte une fortune. Ils ont alors une idée de génie. Et si on recrutait les petits binoclars du coin pour nous aider à débusquer les bugs contre du temps gratuit en échange? Ils repèrent alors Paul Allen et Bill Gates ainsi que 2 de leurs camarades, et leur mission sera d'analyser des kilomètres de code sur papier. Parce que oui, avant, le code c'était sur papier. Et le projet va super bien marcher. Nos petits geeks en herbe, ils récupèrent des dizaines d'heures gratuites sur une machine qui vaut à l'époque beaucoup plus cher qu'une maison. Et en 71, Gates, il est âgé seulement de 16 ans et Allen de 18 ans. Ils sont pas finis leur lycée, mais ils décident de créer leur première entreprise qui s'appellera Trafodata. Le but de Trafodata, c'est d'automatiser le comptage de trafic routier. L'État de Washington, à l'époque, il utilise des tubes en caoutchouc sur les routes qui font des trous sur papier quand les voitures elles passent. Ensuite, on a des pauvres esclaves qui comptent ces trous à la main et ça coûte super cher, ça coûte 14 000 $ par intersection. Et donc Bill et Paul, ils se disent tiens, on va automatiser tout ça, et l'idée en effet, elle est super cool sur papier. Et donc pour ça, ils vont programmer une machine qui fait tout ça automatiquement. Sauf que c'est un échec total. Le jour J, la machine refuse de démarrer, et comme si ça suffisait pas, quelques mois plus tard, l'État de Washington dira oui, en fait, on va offrir le service gratuitement, voilà, c'est bon, laissez tomber. Donc c'est la fin de l'aventure Trafodata, mais pas celle de Gates et Allen. En 73, Gates a 18 ans, c'est un génie, il est pété de thunes, et que font les génies pétés de thunes? Ils vont à Harvard. Mais lui, il va pas aller en informatique, il va aller en droit, parce que son papa le force à aller en droit. Sauf qu'il en a un peu rien à secouer, il va passer 90% de son temps au club informatique. Là, il va rencontrer Steve Ballmer, qui est son exact opposé. Steve Ballmer, c'est la note maximale en maths, c'est un gars qui est sociable, qui est membre d'une fraternité, mais qui est aussi manager de l'équipe de foot. En 74, c'est un moment qui est hyper décisif. Il y a son ancien pote Paul Allen qui travaille chez Honeywell et qui s'emmerde un peu. Il va débarquer dans la piole de chez Gates à Harvard avec un magazine qui a en couverture l'un des tout premiers ordinateurs personnels. C'est l'Altair 8800. Et sauf que cet Altair, il a un problème. On peut le programmer qu'en assembleur. En gros, c'est réservé aux élites absolues, c'est les codeurs des codeurs. C'est comme si vous deviez recoder Windows à chaque fois que vous allumez votre PC, ou si vous deviez coder WordPress à chaque fois que vous voulez changer le design d'un site. Gates et Allen, sur le coup, ils disent « Ok, on va appeler Ed Roberts », qui est le créateur de l'Altair, et ils vont lui dire « On a un interpréteur en langage basique pour permettre à n'importe quel péon de faire tourner votre machine. » Sauf que c'est un énorme mytho, et ils ont rien du tout. Roberts accepte quand même une démonstration sous 8 semaines. Alors pendant 8 semaines, on a 2 insolins qui vont bosser 20 heures par jour pour faire tenir tout le langage de leur interpréteur dans 4096 bytes. Donc en fait 4096 bytes, c'est 3 paragraphes d'email. Mars 75, le jour est venu, Paul Allen prend l'avion pour la présentation, Gates reste à la maison, parce que contrairement à Gates, Paul Allen, il ne se liquéfie pas quand il doit faire des interactions sociales. Et là, miracle, ça marche. Bill et Paul vont toucher des royalties pour chaque interpréteur de l'Altair vendu. Le mois d'après,
Gates laisse tomber ses études pour fonder Microsoft, avec un tiret. Et non, arrêtez de rêver, Gates, il a quitté Harvard. Il n'a pas quitté la fac de Tolbiac pour faire un food truck, hein. On continue, les affaires vont bien, Bill et Gates continuent à vendre pas mal d'interpréteurs, mais bon, on va dire, ils ont besoin de level up le niveau de leur entreprise. Et ça tombe bien, parce qu'en 79, IBM veut son propre PC pour concurrencer l'Apple II de Apple et de Steve Jobs. Le problème, c'est qu'ils ont besoin d'un système d'exploitation, et vite. Donc IBM va chez Gates et Microsoft et il leur demande un OS. Gates leur répond. Et Gates va répondre désolé, l'OS on n'en fait pas, mais si vous en voulez un, vous allez voir Gary Kildall, il a la boîte Digital Research. Okay, Gary Kildall, dans l'histoire, c'est le génie oublié, c'est le créateur de CP/M. C'est un système qui équipe 600 000 ordinateurs en 80, et à l'époque, c'est vraiment pas rien du tout, parce qu'il y a très peu d'ordinateurs en service. Sa boîte, elle génère 5 millions par an, et c'est surtout lui qui a inventé le BIOS. Vous savez, là, le truc là que vous violez votre touche F12 là, quand vous voulez démarrer votre PC et que ça marche pas. Voilà. Le BIOS, c'est Gary Kildall. Mais les négociations vont mal se passer avec IBM. IBM veulent un prix fixe de 250 000 $. Quant à Gary, lui, il veut des royalties sur chaque OS vendu avec une machine IBM. Et aussi, IBM, ils exigent un contrat où ils gardent tout et Digital Research ne peut rien révéler. IBM revient alors chez Microsoft, ils sont désespérés, ils savent pas quoi faire pour concurrencer Apple. Et là, Gates, avec son culot légendaire, va sortir, ouais, mais en fait, on peut faire un OS, hein. Sauf que c'est un nouveau mensonge, Microsoft n'a aucun système d'exploitation et surtout, ils ne savent pas en faire un. Mais Gates, il a une idée derrière la tête, il a un petit secret. Il sait que Tim Paterson, âgé de 24 ans, il a une boîte qui s'appelle Seattle Computer Products qui a créé QDOS, Quick and Dirty Operating System. Et QDOS, c'est tout simplement une copie de CP/M. Gates va alors voir Tim Paterson et lui achète QDOS pour 25 000 $, sans lui révéler que, en fait, le client de QDOS, c'est IBM. En juillet 81, il rachète tous les droits de QDOS pour 50 000 $ supplémentaires. Au total, 75 000 $ investis pour ce qui deviendra MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Le premier IBM PC sort en août 81. La première année, c'est 250 000 PC qui sont vendus et du coup, des millions de royalties pour Microsoft. Sauf que Gary Kildall, il est curieux, il regarde la concurrence et là, il va analyser MS-DOS et il hallucine. Il se rend compte que c'est son CP/M qui a maquillé. En gros, c'est ton voisin qui regarde ta copie et qui te fait promettre « Non mais t'inquiète, je change les réponses ». Et du coup, le suite va être très américaine. Il y aura évidemment des menaces de procès avec des armées d'avocats qui vont se battre. Mais IBM va proposer un compromis. CP/M sera disponible à 240 $ contre 40 $ pour MS-DOS. Et vous l'avez compris, 99% des clients choisissent le MS-DOS de Gates et de Microsoft. Digital Research perd alors 90% de ses revenus en 2 ans. Gates devient alors multimillionnaire avec l'un des plus grands et magnifiques coups de pute de l'histoire du business. Rappelez-vous Steve Ballmer, le Yes Live de Harvard. Il va rejoindre Microsoft en 1980. Et avec Gates, ça va être le duo parfait. Gates, il a une vision technique et Ballmer, il a une exécution commerciale irréprochable. Et là, il y a un petit tournant. Le 24 janvier 84, Steve Jobs contre-attaque en présentant le Macintosh, avec une interface graphique, possibilité d'une souris et aussi les icônes, sauf que le problème c'est qu'il coûte 7 500 $ actuels. Dans l'audience, Gates n'est pas du tout inquiète, au contraire, il sourit. Pourquoi ? En fait, parce que depuis 1981, Microsoft développe un OS équivalent qui s'appelle Windows. On a alors deux philosophies qui vont s'affronter. Apple fait du sur-mesure parfait mais très cher, et Microsoft qui fait, on va dire, des PC plutôt accessibles au plus grand nombre. How much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99. That's right. It's $99. It's an incredible value, but it's true. En 85, Windows 1.0 va sortir et ça va être un flop. Oui, le premier Windows, il n'a pas marché tout simplement. Ça a été un flop, il s'est fait écraser par le Macintosh. Mais ça n'empêche pas qu'en 86, Microsoft rentre en bourse et est déjà valorisé à 780 millions $. Gates possède 45% de Microsoft, donc 311 millions à seulement 30 ans. Même si les scores de Windows 1.0 sont pas ouf, ça va ramener énormément d'investisseurs qui croient en l'avenir de l'informatisation. Et en 90, c'est le tournant. Windows 3.0 sort et là,
10 millions de copies sont vendues en 2 ans. Microsoft écrase Apple, 85% des parts de marché contre seulement 10% de la firme à la pomme qui subira un chaos technique à cause de ces machines devenues beaucoup trop chères pour le grand public. Quelques années plus tard, en 95, c'est l'apogée. Windows 85 vient de sortir et finit d'achever toute la concurrence et il attire des millions d'autres consommateurs sur le marché des PC. PC qui au passage sont devenus indispensables pour écrire des lettres, pour jouer à des jeux ou encore faire la comptabilité du foyer. Gates devient alors l'homme le plus riche du monde à 39 ans, il pèse 12,9 milliards de dollars. Et pour atteindre les sommets, Microsoft a développé une stratégie qui va pourtant se retourner contre elle. Cette stratégie, c'est l'Embrace, Extend, Extinguish. En français, en gros, c'est on adapte les standards des concurrents, donc on les copie, on les améliore, et puis ensuite on tue cette concurrence avec notre propre force de frappe parce qu'on a des millions qu'ils n'ont pas. Et le meilleur exemple de ça, c'est Netscape qui représentait à l'époque 85% du marché des navigateurs internet. Microsoft, ils vont pas se faire chier, ils vont prendre Netscape, ils vont le copier, ils appellent ça Internet Explorer, c'est gratuit, c'est intégré à Windows, et résultat, Netscape coule en 3 ans parce que les gens ils disent en fait pourquoi télécharger Netscape alors que j'ai déjà Internet Explorer. Le gouvernement américain à ce moment-là il va vraiment péter un plomb. Il va lancer des rafales de procès pour ce qu'on appelle de l'abus de position dominante. Notre ami Bill, quand il va faire sa déposition le 27 août, ça restera un modèle de flop de déposition. Il se fait vraiment fumer de tous les côtés, il ne sait même pas définir la concurrence, il est accablé de plein de preuves, et surtout le pire c'est qu'il nie avec une mauvaise foi mais qui est grotesque, et il bégaye comme un puceau face à un trio d'albanaises. Et surtout, face aux preuves, il va juste nier et bégayer. Voilà, il va nier et bégayer, c'est tout ce qu'il peut faire. Sa culpabilité, elle est évidente. Tout le monde sait qu'il adore copier ses concurrents et les écraser. L'Amérique, à ce moment-là, elle découvre un Gates qui est détestable. Le juge, du coup, il va ordonner le démantèlement de Microsoft en 2000, sauf que Gates, il va faire appel et il va éviter de justesse l'explosion de l'empire Microsoft. Parce qu'en 97, il va permettre à Apple d'utiliser Microsoft Office sur les machines Apple. En 2000, il décide de quitter la direction de Microsoft. Rassurez-vous, il garde ses parts et son pognon et ses dividendes. Officiellement, il va sortir des tas d'excuses cabreuses pour justifier son départ, parce qu'il est fatigué, parce que ci, parce que machin. La réalité, c'est que son image, elle est totalement cramée comme une actrice qui a écumé pendant 20 ans les plateaux Brazzers, et que Bill Gates, pour le coup, il a besoin de sauver la mise et de se racheter une virginité. Sauf que contrairement à elle, il va pas aller à l'église. Et qu'est-ce que font tous les riches quand ils ont envie de bien se faire voir et de se racheter une image? Ils vont faire de l'humanitaire. Voilà, c'est ce que va faire Bill Gates. Il va créer la fondation Bill et Melinda Gates, Melinda, son épouse, et la dote d'un budget pharaonique de 28,8 milliards de dollars. L'objectif est affiché, c'est de tout simplement sauver le monde. Voilà, donc Gates, il va devenir rapidement un expert en tout, en vaccins, en agriculture, en climat. Non, franchement, pour un informaticien, bravo, il apprend vite. Franchement, bravo. Et pendant 20 ans, en fait, ça va marcher. Gates, il est passé de monopoleur détesté, d'étouffeur de marché et d'innovation, de barragiste du progrès, à un philanthrope visionnaire et humaniste. L'opinion publique oubliait rapidement 1998 et celui qui voulait s'accaparer le marché naissant et plein de promesses de l'informatique. Mais en 2021, tout va s'effondrer à nouveau pour Gates. Déjà, il va divorcer d'avec Melinda, qui devient au passage l'une des femmes les plus riches du monde, rien qu'en divorçant. D'ailleurs, comme presque toutes les plus grandes fortunes féminines dans le top 10, elles ont soit divorcé, soit hérité. Voilà, ça s'invente pas, je vous mets ça sous les yeux. La majorité, divorce ou héritage, voilà. Et les casseroles vont aussi sortir. Il y a des révélations qui sortent, notamment sur ses relations avec Jeffrey Epstein, le pédophile milliardaire, que Gates a rencontré plusieurs fois entre 2011 et 2014, et ce, même après la condamnation de Epstein en 2008 pour racolage sur mineurs. Donc on va dire que c'est un peu bizarre pour quelqu'un qui se vante de protéger les enfants à travers sa fondation. Mais en revanche, là on ne pourra jamais attaquer Bill
Bill Gates, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de 1,3 milliard d'utilisateurs qui utilisent Windows. Et ça, c'est incontestable. Sa fortune actuelle, elle est de 128 milliards et il a promis de donner 99% de sa totalité à la charité. Donc si on résume, Gates a eu 3 vies. Il a été génie impitoyable, monopoleur arrogant, mais aussi philanthrope controversé. Son vrai génie, c'est pas la technologie pure, c'était surtout le timing et la communication. Il savait quand écraser, quand jouer la victime et surtout quand se racheter. Au final, je pense que Gates, ça reste une énigme. Est-ce que c'était un sauveur ou bien juste un narcissique en quête de rédemption? Probablement les deux, et c'est ça qui fascine. Il a prouvé qu'avec assez d'argent et de communication, on peut réécrire sa propre histoire. Mais attention, même les plus belles rédemptions cachent toujours les plus sombres secrets sous le vernis de la bonne morale. Le nerd de Seattle qui voulait changer le monde l'a effectivement changé, mais pas forcément comme il l'imaginait, et surtout comme on l'imaginait nous. Sur ce, je vais vous laisser, je retourne sur César III et Augustus. Bonne journée, bonne soirée et bonne nuit.